Plaisir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. Et comme chaque mois de janvier, histoire de se souhaiter une bonne année, nous consacrons ce numéro au palmarès de la Nuit de l'économie, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Son président Pierre Streff est avec nous. On évoquera ensemble ces entreprises qui performent. Nous accueillerons d'ailleurs le leader de l'année 2022. Après King Jouet il y a un an, eh bien c'est ST Microelectronics qui a été primé. Près de 7000 collaborateurs à Grenoble et Crolles et encore de belles perspectives de développement pour le groupe. Les deux directeurs des sites de Grenoble et Crolles seront avec nous. À la rubrique innovation, nous découvrirons Silcoa, la start-up qui rêve de faire disparaître les emballages plastiques. Elle a d'ailleurs reçu un trophée 2022 du magazine Présence. Et puis bien sûr, dans la seconde partie de l'émission, je retrouverai mon complice Alain Denisot, le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, nous ferons le bilan des places boursières mondiales en 2022 et il répondra à 2 questions d'internautes sur les licornes et sur la trêve des confiseurs. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Les trophées économiques du magazine Présence sont chaque année très attendus. Ils permettent de prendre le pouls de l'activité des entreprises et aussi d'en découvrir certaines qui, parfois très discrètement, s'illustrent dans leur domaine d'activité. Présence, c'est le magazine bien connu de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, dont j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque mois de janvier, son président Pierre Streff. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer cette nuit de l'économie qui a eu lieu en décembre dernier. Peut-être juste avant, rappeler les missions de la CCI auprès de ses adhérents. Oui, alors la CCI est là effectivement pour aider les adhérents sur beaucoup de sujets, notamment la formation, pour des entreprises sur l'export aussi, puisqu'on a une cellule qui est dédiée pour ça, pour aider les entreprises qui veulent exporter, qui veulent se former. On est sur tous les secteurs. On peut aider les entreprises sur tous les secteurs quand elles le désirent. Elles nous appellent et on a des services pour tout ça. L'objectif, évidemment, de travailler à un territoire toujours plus attractif pour le monde économique. Un monde économique qui peut ici compter sur des filières stratégiques. On parlera tout à l'heure de la microélectronique, mais ce n'est pas la seule. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup de secteurs d'activité sur notre territoire. Bien sûr, la microélectronique est un peu leader du territoire de Grenoble, mais on a aussi beaucoup de belles entreprises. La montagne, bien entendu, on en parle beaucoup. Et d'autres secteurs qui sont la médecine aussi, beaucoup de choses et tout qui sont du territoire de l'Isère. Bon, un mot de conjoncture quand même, parce que la guerre en Ukraine, les conséquences sur les prix de l'énergie, sur la disponibilité de certaines matières premières, sur leur prix, sur l'inflation de certains prix, l'année commence avec une attention particulière. Oui, alors tout le monde est un peu en attente de savoir ce qui va se passer. Alors effectivement, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, effectivement, a beaucoup touché les entreprises. On le voit avec le problème du prix de l'énergie. Aujourd'hui, ce qui est encourageant, c'est que les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, ont beaucoup de commandes, ont des gros carnets de commandes, ont des gros problèmes de recrutement. On le sait, ça touche vraiment tout le monde. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que les entreprises vont pouvoir continuer à assumer ? Est-ce qu'elles vont avoir, on espère, pas trop de hausse sur les matériaux pour pouvoir notamment continuer
à exécuter les travaux qu'elles ont eus en commande. Voilà, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas ce que... Bon, pour l'instant, 2023 semble être une bonne année pour les entreprises globalement, à tout secteur d'activité. Qu'est-ce que va devenir 2024 ? On entend dire que pour certaines petites entreprises, hier, j'étais justement avec un boulanger qui m'a dit qu'il était obligé de fermer parce qu'il avait une hausse colossale et que l'énergie pour lui, pour ses fours et tout, était un gros poste. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a quand même malheureusement des secteurs qui souffrent. Ouais, des points d'attention évidemment à avoir. Les réponses vont sans doute arriver aussi. Revenons Pierre aux trophées Présence qui sont décernés chaque année. Alors je le disais, Présence c'est le magazine de la Chambre de commerce et d'industrie que tout le monde connaît bien. Oui, qui existe depuis plus de 35 ans, effectivement, qui a été relooké en 2021 et qui est distribué gratuitement aux entreprises. On a plus de 100 000 exemplaires, donc il y a 6 numéros par an. Donc effectivement, on reprend un peu toute l'actualité de nos entreprises et on est bien sûr sur le web, bien entendu aussi. Le journal est... 100 000 lecteurs, donc c'est 100 000 lectorat très important, et puis une déclinaison sur Internet. Enfin, voilà, tout à fait. On retrouve le magazine un peu partout. Ces trophées Présence qui ont eu lieu en décembre, ils sont là pour saluer la performance de ces entreprises, du département, du territoire. Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, pendant 2 ans, on n'a pas pu les faire puis, à cause de la crise sanitaire. L'année dernière, ça s'est annulé à la dernière minute et on a eu le plaisir de pouvoir le faire ici même, à Télé-Grenoble. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que les entreprises aiment bien se retrouver. Donc, c'était bien entendu mes prédécesseurs qui avaient initié cette soirée de la nuit de l'économie où près de 1000 personnes, puisqu'on était à peu près 900 personnes à Alpe Expo. Et effectivement, les entreprises aiment se retrouver, échanger entre elles, pouvoir discuter, inviter des partenaires, des clients, etc. Donc c'est vrai que c'est un moment de convivialité. Et cette année, on avait changé un petit peu le modèle des autres années, d'il y a 3-4 ans, où ça se faisait tout en même temps. Donc on a consacré vraiment exclusivement pour remettre les trophées à nos entreprises. Et ça a été très apprécié. Et j'ai été étonné du retour de beaucoup de gens qui étaient présents, qui ne savaient pas les belles entreprises qu'on avait sur notre territoire, que ce soit au niveau de l'export, que ce soit au niveau des petites entreprises dont tout à l'heure on en a parlé d'une, etc. Bien entendu, le leader de l'année qui est très connu sur notre territoire, mais bon, il y en a d'autres aussi, des petites entreprises qui se créent, des start-up. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre de la part de tous les gens qui étaient là, c'est la satisfaction des belles entreprises de notre territoire. Et chaque année, c'est l'occasion de découvrir des entreprises qu'on ne connaissait pas forcément. Avec cette année, un trophée un peu particulier, le trophée Entreprise et Société, pour mettre en lumière cette fameuse RSE. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, l'entreprise Setup qui a été primée cette année. Donc, on est ravis. C'est une très belle entreprise aussi de notre territoire qui a été créée ici, à Grenoble, par 2 jeunes entrepreneurs qui œuvrent maintenant depuis plusieurs années dans le transport. Effectivement, ils sont engagés dans une démarche durable. Tout à fait, assez remarquable. Alors, on recevra dans un instant, vous le disiez, le leader de l'année. Je vous propose un coup d'œil sur le reste du palmarès, parce qu'on a commencé à l'évoquer. Alors, un mot sur le trophée croissance pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est HRS qui a été primé. Oui. Une entreprise de tuyauterie industrielle qui fait de la conception, de la fabrication de stations de ravitaillement hydrogène. Hydrogène, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Son président, que je connais bien, puisque c'est un ami d'enfance, Hassen, qui a créé cette entreprise et qui était très axé effectivement sur tout ce qui était hydrogène, a voulu développer ça et il l'a vraiment fait avec beaucoup de brio pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis ravi que son entreprise ait pu gagner ce trophée. Parce qu'il rentrait dans toutes les cas. Alors je dis bien attention, c'est pas moi qui décide, il y a un jury, bien entendu. C'est pas parce que c'est pas un enfant. C'est pas parce que c'est un ami d'enfance. Je suis en train de réaliser. On va dire tiens, il fait. Non, il a fait 309% de croissance entre 2020 et 2021. Exactement. Il a fait voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est remarquable ce qu'il a fait.
Et le jury, quand le jury m'a présenté ça, j'ai été ravi de savoir que c'était lui qui avait eu le trophée. Ouais, chiffre d'affaires 2022, 17 millions d'euros. Et la perspective pour 2025, c'est 85 millions d'euros. Donc on voit bien la perspective d'évolution. C'est une entreprise qui conçoit et fabrique ses propres stations de ravitaillement avec une toute nouvelle usine à Champagny. On en a parlé ici. Elle sera d'ailleurs opérationnelle au premier trimestre 2023 avec une capacité de production de 180 stations par an. Le trophée croissance pour cette fois les entreprises de moins de 50 salariés. Et là, c'est Ethic Télécom qui a été primé. Tout à fait, oui. Une belle entreprise aussi qui conçoit et qui fabrique effectivement et commercialise des solutions télécom. Donc, qui est basée à Montbonneau. Voilà, tout à fait. Donc une très belle entreprise qui fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une vingtaine de collaborateurs. Et cette belle entreprise aussi a eu mérité effectivement de recevoir ce trophée croissance. Un chiffre d'affaires multiplié par 2 en 2021, donc une très belle croissance effectivement. Il y a toute une série de trophées export. Alors pour les plus de 50 salariés, c'est Arémon Life qui a été primé. On en a parlé déjà dans cette émission. Une très belle évolution à l'export. Voilà, tout à fait. Alors Arémon, tout le monde connaît bien sûr l'entreprise Arémon qui est spécialisée dans tout ce qui est les équipements automobiles notamment. Et son dirigeant, donc Antoine, puisque ça reste une entreprise familiale de notre territoire qui a été créée il y a plus de 150 ans, puisqu'ils ont fêté leurs 150 ans il y a pas très longtemps. Et ils ont créé effectivement il y a quelques années à Saint-Égrève Arémon Life, où ils font des bouchons pour les... des flacons de médicaments injectables. Voilà, exactement. Donc, ils ont créé cette société. Ils sont en train de s'agrandir puisqu'ils vont construire des nouveaux locaux parce qu'ils ont une demande hallucinante au niveau du monde entier, hein, puisqu'ils ont des grosses commandes et tout. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 collaborateurs dans cette structure pour une vingtaine de millions, je crois, de chiffre d'affaires à peu près. C'est ça. Voilà, et donc... 287% de croissance à l'export entre 2020 et 2021. Oui, tout à fait. Ils sont en pleine croissance sur leurs produits. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le trophée export Synapcell, Synapcell qui est une entreprise des biotechnologies. Tout à fait, qui propose des solutions innovantes sur la thérapeutique et les molécules pour le traitement des maladies du cerveau. Alors c'est très spécifique, hein. On rentre dans le cadre du médical que j'évoquais tout à l'heure, donc une belle société aussi qui est beaucoup à l'export, avec une vingtaine aussi de salariés, il me semble. C'est ça. Voilà, donc très belle société aussi, on espère pour elle qu'elle va encore se développer et qu'elle puisse servir aussi pour la médecine, pour tout ce qu'elle propose. 93% du chiffre d'affaires à l'export. Et en 2022, le rythme de croissance a encore doublé avec un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre les 4 millions d'euros. Le trophée entreprise et société, on en a parlé. Setup, créé il y a 35 ans, un transporteur spécialisé dans l'acheminement sur mesure, qui compte 150 salariés, vous en parliez à l'instant. Et puis le trophée Startup avec Silcoa, qui a été fondé au cours de l'année 2022 avec l'ambition de révolutionner le monde de l'emballage. On n'en dit pas plus parce qu'on découvrira cette start-up dans un petit instant, après avoir poussé les portes d'une des plus grandes entreprises iséroises. C'est tout de suite, c'est ST Microelectronics. Le magazine Présence lui a donc décerné le trophée de leader de l'année 2022, saluant une croissance de 25% et un exceptionnel plan d'investissement sur ses sites isérois. Avec presque 7000 collaborateurs à Crolles et Grenoble, c'est le premier employeur privé du département. Ce leader, je le disais, c'est ST Microelectronics. On accueille les représentants des deux sites, Grenoble et Crolles. Moussa Belkiter, bonjour. Bonjour. Alors vous pilotez Grenoble. Tout à fait. Et Eric Gérondeau, bonjour, merci d'être là aussi. Vous pilotez, vous, le site de Crolles. Bonjour. Grenoble, un site de recherche pour rester. C'est là où vous faites le développement, les tests, le prototypage sur les produits. La recherche produit, c'est ça ? Tout à fait. Bon, le site de Grenoble, c'est vraiment le bateau amiral de la R&D du groupe ST. Plus de 2300 ingénieurs et collaborateurs
et qui travaille sur les technologies de demain, mais aussi sur les produits, sur les marchés sur lesquels on est positionné. On va fêter nos 50 ans cette année. Donc un site aussi historique, mais aussi où beaucoup de choses sont développées et innovées. On travaille vraiment sur l'ensemble des divisions du groupe, que ce soit la division automobile, pour tout ce qui est électrification, tout ce qui est digitalisation des technologies qui vont intégrer dans les voitures d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Surtout de demain, ouais. Surtout de demain. Petit d'exemple, les développements qui ont été faits sur le site de Grenoble, c'est un des capteurs de présence pour la sécurité des habitacles, qui a été présenté à Munich, à l'Electronica, il y a quelques semaines, quelques mois même. Ou aussi des divisions qui est plutôt sur les capteurs imageurs, dans un produit qui a été annoncé au CES. Consumer Electronics Show. Consumer Electronics Show cette année à Las Vegas, qui est un capteur 3D, ce qu'on appelle des sensors caméras, qui va permettre justement pour de la robotique, pour du calcul et particulièrement de l'utilisation sur des détections d'objets ou de formes en 3D qui peuvent être utilisées dans plein d'applications. On fait aussi beaucoup de développement sur les microcontrôleurs, parce qu'on est leader, ST est leader sur le marché des microcontrôleurs, sur lesquels on développe aussi tout ce qui est capteurs et qui sont intégrés aussi aux microcontrôleurs à faible consommation. Donc, qui est un maître mot de notre empreinte aussi carbone et concevoir et développer des produits. Donc l'innovation est partout. Et je pense que... Et les enjeux sont encore plus importants. Ils sont encore plus importants, tout à fait. On va y revenir en ayant précisé quand même que le groupe ST investit en 2021 16% de son chiffre d'affaires en R&D, ce qui est absolument colossal. Sur le site de Crolles, alors là, c'est le pendant, mais en site de production, c'est là où les plaquettes en carbure de silicium sont produites. Les plaquettes de 20 cm ou 30 cm. Alors vous dites 200 mm ou 300 mm. Voilà, tout à fait. Donc le site de Crolles travaille dans étroite collaboration avec nos collègues de Grenoble, mais aussi d'autres sites, pour concevoir les technologies qui sont utilisées pour pouvoir produire, fabriquer ces disques qu'on appelle dans notre jargon des plaques ou des plaquettes que vous voyez là. Et vous pouvez voir sur cette plaque un certain nombre de structures géométriques carrés. Des petits labyrinthes. C'est des petits labyrinthes, c'est des petits carrés qui en fait représentent la partie active, j'oserais dire la partie intelligente du composant électronique que l'on retrouve sur nos cartes. Ces petits carrés sont fabriqués en déposant des couches successives, des dizaines de couches successives de quelques micromètres, voire nanomètres d'épaisseur. On travaille dans des dimensions qui sont à peu près équivalentes à 1/1000e de l'épaisseur d'un cheveu. Donc on est dans le très petit. Oui, l'infiniment petit. Là. Et ces couches vont être déposées sur quelques millimètres d'épaisseur. Il y a à peu près 600 opérations qui sont réalisées pendant 3 mois pour obtenir donc ces composants qui seront ensuite testés unitairement. Chaque puce sera testée, puis découpée, mise en boîtier et expédiée chez nos clients pour être intégrée sur les cartes électroniques que vous retrouvez dans vos téléphones, dans vos PC, dans vos véhicules, etc., etc. On estime que nous croiserons plusieurs centaines de puces dans la journée. Un certain nombre sont des puces STMicroelectronics, et pour beaucoup, made in Isère ou produite en Isère, produite à Crolles et conçue à Grenoble. Alors maintenant, grâce à nous, on le sait. Vous avez raison de dire que ces puces, elles sont absolument partout, de nos téléphones à nos lave-linges, des avions de chasse, jusqu'aux machines industrielles, dans une entreprise. Elles sont absolument partout. On va plonger dans votre univers, dans l'univers ST, avec ce reportage. C'est une histoire vieille de 50 ans. En 1972, le laboratoire grenoblois Leti pose la première pierre. STMicroelectronics naît en 1987 de la fusion de la société italienne SGS et de la française Thomson Semiconductor. ST n'a depuis jamais quitté l'Isère. L'entreprise aux 48 000 employés est présente à Grenoble et Crolles, 2 sites stratégiques où elle profite de nombreux avantages. Je pense qu'on a un écosystème riche. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille avec aussi les laboratoires, que ce soit l'écosystème, avec les incubateurs, avec les startups,
toute cette innovation est riche en innovation, donc recherche de talents, mais aussi continuer à développer nos talents sur le territoire, et une des forces bien sûr d'ST ici en Isère. À Grenoble, ST a créé un véritable pôle pour la recherche et le développement. Microcontrôleurs, composants de radiofréquences, ici l'entreprise laisse libre cours au projet. Tout est pensé avec les clients, de l'architecture au développement. C'est un kit qui permet à des jeunes de pouvoir tester un certain nombre de fonctions de façon ludique et d'apprendre à programmer en fait, les microcontrôleurs. Mais c'est à Crolles, sur un site de 44 hectares, qu'ST produit ses micro-composants. Chaque jour, 5000 employés se relaient 24 heures sur 24 pour créer des plaquettes de 300 mm avec des matériaux 1000 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. On fabrique la puce par ajout successif de différentes couches, comme on fabriquerait un immeuble de 30 ou 40 étages, en bâtissant chaque étage l'un après l'autre. Le procédé de fabrication de la puce prend environ 3 mois et nécessite plusieurs centaines d'opérations successives pour bâtir les unes après les autres les différentes couches de matériaux que compose la puce. Et le site s'agrandit avec une nouvelle méga-usine en construction. Ce nouvel équipement va permettre de doubler la production à Crolles. L'entreprise atteindrait les 620 000 plaquettes par an. Alors, le site de Crolles a fêté ses 30 ans en 2022. Alors, on a dit que c'était un site de production, ça n'empêche pas de faire aussi de la recherche la plus basée sur les matériaux. Oui, tout à fait. Donc, pour pouvoir finalement concevoir et produire des puces qui répondent aux besoins de nos clients, on a besoin d'assembler des matériaux différents. Par exemple, pour un capteur d'image, pour pouvoir arriver à détecter des photons, des éléments d'une image, on va utiliser des matériaux différents de ceux qui vont être utilisés pour une puce qui va, par exemple, calculer le nombre de pas que vous avez marché dans la journée. Et donc, nous avons à peu près 1000 ingénieurs sur le site de Crolles qui conçoivent au quotidien les technologies qui sont utilisées pour concevoir ensuite les différentes couches de la puce en collaboration avec les équipes de Moussa. Alors, quelques mots quand même sur le groupe ST. C'est un groupe franco-italien qui, dans le monde, compte 200 000 clients, presque 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 48 000 salariés dans le monde et 7 000, on le disait, en Isère. En matière de recherche, précisément, les grands défis, c'est effectivement d'avoir des puces toujours plus petites, plus fiables, plus sûres, plus connectées et surtout plus économes, plus sobres en énergie. Tout à fait. Alors, vous avez bien décrit un petit peu les tendances des marchés, mais plus des tendances structurelles qu'on a vu venir. La première, c'est vraiment l'électrification et la digitalisation qui a augmenté les besoins en termes d'innovation technologique, à la fois sur les procédés, mais aussi sur des problématiques d'électrification et de consommation électrique. Le deuxième, c'est dans le parti industriel et d'énergie, de développer des composants qui consomment le moins. Et c'est d'autant plus d'actualité que l'énergie est une ressource aussi rare et que les composants que l'on conçoit, et ça démarre de la conception, quand on fait des développements de chips ou de composants qui sont économes, c'est aussi qui régissent la manière dont on va les designer, la manière dont on va aussi, après, les fabriquer. Font partie un peu des éléments qui sont importants pour être économe. Et puis, on l'a vu sur la troisième tendance, qui est quand même la tendance sur les objets connectés. Et il y a une démultiplication, un accroissement d'objets connectés qui doivent être à la fois autonomes, sécurisés, connectés, et puis qui prennent en compte l'environnement dans lequel ils sont. Donc, toutes ces problématiques-là, elles ramènent aussi à ce qu'on ait de l'innovation aussi pour développer ces composants de manière économe et qu'ils soient eux-mêmes économes. Bon, s'il y a un marché très porteur sur lequel vous travaillez, c'est les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Ça, c'est un vrai grand défi. Oui, tout à fait. Donc, l'électronique est un élément essentiel dans l'électrification des véhicules, mais aussi dans l'augmentation de la sécurité des véhicules à bord et dans l'intégration du véhicule dans son environnement. Et donc, à Crolles, et avec l'aide de nos collègues de Grenoble, nous produisons des composants, des puces comme celle-ci, qui sont intégrés aujourd'hui dans des véhicules
qui sont autonomes ou capables d'autonomie. C'est déjà en place. C'est déjà en place. Aujourd'hui, il y a des véhicules, en particulier des véhicules électriques, dont je ne citerai pas la marque, américaine, mais qui sont capables d'autonomie. Comment sont-ils capables d'autonomie? Parce qu'ils sont dotés de puces, qui sont des capteurs, d'une part, donc des capteurs d'image, des petits radars qui viennent détecter des objets fixes ou mouvants, des caméras qui sont capables de reconnaître des panneaux et ensuite de les décoder, et puis tout un ensemble de puces électroniques qui sont capables de traiter ces signaux et ensuite de décider, d'influencer sur la conduite du véhicule. Je vais à droite, je vais à gauche, je freine ou j'accélère. Ça, c'est une chose qui est importante aussi pour nous, c'est nous assurer de la sécurité des personnes à bord du véhicule. Aujourd'hui, on a par exemple des systèmes de caméras qui permettent de détecter l'endormissement du conducteur. Et donc, on contribue ainsi à améliorer, et c'est notre mission, la vie de nos utilisateurs, la vie de tout à chacun. Exceptionnel. Alors il y a d'autres, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, les autres perspectives de marché en matière de médecine, de télémédecine, en matière d'industrie 4.0. Le président de la CCI est là. Voilà, ces industries du futur, ça aussi c'est un vrai défi. Tout à fait. Et on pourrait rajouter les satellites et la communication satellitaire, puisque sur le site de Grenoble et en Isère, on design et fabrique des composants qui sont emmenés sur les nouvelles générations de satellites. Donc tous ces défis-là, bien sûr, quand on parle d'industrie 4.0, c'est un peu plus d'autonomisation, en tout cas de l'industrie, mais aussi travailler sur les problématiques, on en parlait, de l'économie d'énergie, d'emmener des technologies telles que l'intelligence artificielle, qui va permettre bien sûr de sécuriser les chaînes de fabrication, qui va permettre aussi d'avoir donné d'un peu plus d'intelligence sur les données de maintenance des machines. Tous ces exemples-là, c'est des magnifiques challenges et opportunités qui se conçoivent ici en Isère. Des marchés très, très prometteurs et donc la nécessité de monter en puissance pour rester, notamment avec ce site de production qui va doubler à Crolles avec cette nouvelle usine. Alors il y a déjà 1 milliard d'euros qui ont été investis en 2022 sur le site existant et il y a de gros investissements prévus pour créer une nouvelle usine. Oui, tout à fait. Donc, depuis la création du site de Crolles, il y a 30 ans, vous le rappeliez, l'entreprise STMicroelectronics a investi sur ses fonds propres pour développer le site et accroître ses capacités de production. Environ 6 milliards d'euros ont été investis depuis la création de ce site il y a 30 ans, plus le milliard que vous avez indiqué, qui a été investi en 2022. Notre objectif, maintenant, au niveau du groupe STMicroelectronics, c'est de pouvoir doubler notre capacité de production en plaques de 300 mm. Celles qui sont un peu plus grandes que celle-ci. Elle est un peu plus grande, voilà. Celle-ci fait 20 cm. On va doubler notre capacité de production de plaques de 30 cm de diamètre en Europe pour répondre, d'une part, aux besoins de nos clients, mais aussi à cette volonté européenne et française de développer la production de composants électroniques sur son sol. On parle de souveraineté, on parle de stratégie économique et limiter sa dépendance à certains autres pays producteurs. Et pour ce faire, l'entreprise a lancé un grand programme d'investissement en Europe sur le site de Crolles, mais aussi chez nos voisins italiens, puisque nous avons un site en Italie, à Milan, dans lequel nous venons de lancer une usine 300 mm, donc 30 cm de diamètre. Et puis, ce programme d'investissement a été reconnu et est accompagné par les autorités françaises au travers de France 2030 et est en cours de négociation avec la communauté européenne dans le cadre du programme European Chips Act, donc qui vise justement à développer la production de composants électroniques en Europe. L'objectif, c'est de passer le site de Crolles en 2026 à une production de 620 000 plaquettes produites par an. Donc on voit bien l'enjeu. ST, qui est d'ailleurs un des principaux producteurs de semi-conducteurs en Europe. Tout ça se fait évidemment avec des créations de postes, 1 millier de créations de postes annoncées, et avec un écosystème. On parle souvent de cet écosystème grenoblois, et on voit bien que autour d'un géant comme ST, il y a tout un écosystème qui s'organise et qui profite de cette dynamique. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé chiffres. Moi, je voudrais parler femmes et hommes.
parce que cette réussite, je me permets de la qualifier ainsi, hein, cette réussite économique, elle est avant tout le fruit du travail d'équipe. Et donc, on a parlé des 7000 salariés de ST Microelectronics en Isère, on pourrait parler des 50 000 dans le monde, on pourrait parler des dizaines de milliers de personnes qui, en Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France et en Europe, contribuent directement à faire en sorte que nos technologies soient disponibles, que l'innovation réponde à des problématiques de société, on les a notées, mais aussi viennent nous aider à pouvoir construire de nouvelles usines, à pouvoir les équiper et à pouvoir les faire opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pierre, on comprend bien hein, l'importance de grands groupes comme ça dans notre région. Hein. On voit que ça nourrit toute une économie locale. Oui, on parlait d'écosystème, effectivement. Quand on voit on a vu des images du chantier il y a 5 minutes, donc ça fait travailler, bien entendu, beaucoup d'entreprises, notamment dans le BTP, beaucoup de sous-traitants aussi qui travaillent pour le BTP ou directement pour vous, donc qui sont des entreprises locales aussi pour certaines, des entreprises start-up aussi qui travaillent avec vos collaborateurs. Effectivement, c'est tout un écosystème et c'est bien pour notre territoire. Toute une irrigation. Hein, voilà, tout à fait. On est fiers, nous, CCI, et bien sûr les chefs d'entreprise de l'Isère, d'avoir des belles locomotives, comme on dit, comme ST Microelectronics, pour aider à développer notre territoire. Et la CCI. Et ça inclut aussi dans la chaîne de l'écosystème, les laboratoires, les écoles. Bien sûr. Beaucoup de projets, justement, on parlait d'innovation et de technologie. C'est aussi des idées qui sortent aussi de laboratoires sur lesquels, en partenariat, ça nourrit un petit peu la création de valeur que l'on a dans notre territoire. Et là, on pourrait pas les citer parce qu'il y en a tellement. Mais c'est vrai que ce soit les laboratoires privés ou publics, que ce soit aussi les écoles, les lycées, parce que ça démarre aussi. Alors précisément, parlons de ça parce que la CCI est quand même en charge de la formation, hein, notamment avec Grenoble École de Management, avec l'IMT. Mais vous avez lancé, ça y est, bientôt un centre de formation. Alors nous, effectivement, dans le cadre de notre développement, il est important de pouvoir développer nos talents. Et donc pour pouvoir développer nos talents, eh bien, on a signé très récemment une convention avec Madame la rectrice de Grenoble. Cette convention, elle vise, au travers de partenariats avec 2 lycées, le lycée Thomas Edison et le lycée Vaucanson de Grenoble, de pouvoir développer des formations, et en particulier au métier de la maintenance, parce que c'est un métier qui est en forte tension, pour amener des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit qui sont à la recherche d'une reconversion professionnelle, et bien, au travers de formations de type alternance, sur 16 mois, à venir développer des connaissances en termes de maintenance, pour ensuite, et bien, pourquoi pas, venir nous rejoindre et nous accompagner dans notre défi de crawl ou d'ailleurs. Parfait, merci beaucoup. Merci Moussa Belkiter d'avoir été avec nous. Éric Gerondeau, merci infiniment d'être venu nous parler de ST. Bravo pour ce trophée du leader de l'année. Merci aussi à vous, Pierre Streff, de nous avoir accompagnés. Et puis, bonne année à vous et aux adhérents de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Merci. Merci. Les trophées Présence 2022 ont salué la création en cours d'année de la start-up Silcoa. Elle développe un concept qui pourrait bien nous permettre d'en finir avec les emballages plastiques grâce à un tout nouveau procédé parfaitement hermétique tout en étant presque exclusivement composé de cellulose. Vous allez comprendre avec ce reportage. La même chose traitée par nos soins. L'humidité ne passe plus à travers après plusieurs mois. Grâce à ce traitement révolutionnaire, Silcoa sonne la révolte face au plastique. Aujourd'hui, plusieurs alternatives existent, mais ne vous fiez pas aux apparences, certaines sont encore plus compliquées à recycler. Donc Tetra Pak, c'est une base papier carton, mais non seulement il n'y a pas que du plastique, il y a aussi de l'aluminium dedans. Donc c'est carrément un complexe de 3 matériaux, donc c'est encore plus compliqué à recycler. L'innovation de Silcoa est un traitement qui apporte différentes barrières au gaz, à l'eau ou encore à l'oxygène. Un procédé qui s'appuie sur un savoir-faire grenoblois, celui de la papeterie et de la microélectronique. On empêche les gaz et l'humidité d'altérer la fibre et
Du coup, on protège ce par quoi le papier va le recouvrir avec un traitement qui est de quelques atomes. Un procédé appelé ALD pour Atomic Layer Deposition. Hébergé dans le laboratoire de l'université Grenoble-Alpes, la start-up a mis au point sa propre machine, un prototype à taille réduite qui, à terme, pourra accueillir de plus gros volumes. C'est simplement injecter séquentiellement des gaz pour réussir à architecturer un matériau à la surface du matériau substrat. Ici, c'est de la cellulose. Et on va injecter 2 précurseurs qui vont permettre de créer petit à petit Al2O3 à la surface et créer cette céramique. Quelle que soit la complexité du matériau, quelle que soit finalement la quantité de matériau qu'on met dedans. On peut remplir le réacteur et tout va être traité de la même manière, avec le même revêtement et les mêmes propriétés, sans avoir besoin de dérouler, d'épiler ou autre ce qu'on mettrait dedans. Grâce à cette technologie, l'avenir de l'emballage zéro plastique se précise. Avec une législation européenne en faveur de sa disparition, l'utilisation du plastique va drastiquement diminuer. Cette solution innovante pourrait devenir la norme de demain. Disons principalement, en tout cas, sont clairement dans le milieu de l'emballage, et plus particulièrement de l'emballage alimentaire. Pourquoi l'emballage alimentaire? Puisque c'est là qu'on a besoin de ces fameuses propriétés barrières pour protéger les contenus de l'oxygène, de l'humidité, ou au contraire préserver l'humidité. Voilà. Courant 2023, Silcoa espère installer un premier site industriel pilote. Il aura à la fois pour fonction de continuer à démontrer la pertinence de cette technologie et d'autre part de doter le plus vite possible la start-up de capacités de production. Voilà, qui pourrait bien sûr accompagner bon nombre d'industriels, notamment de l'agroalimentaire, mais pas seulement, dans leur transition écologique. Pour l'instant, Silcoa est en phase pilote et poursuit les tests de développement en laboratoire. L'industrialisation, elle, est envisagée d'ici 2 ans. Comme promis, Alain Denisot nous a rejoint. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Meilleurs vœux. Très bonne année. Bonne année à vous aussi et plein de belles émissions ici à Télé Grenoble. Très heureux en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle année. C'est traditionnel en janvier. Ensemble, nous faisons un petit point, un petit bilan de santé des places boursières. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Alors 2020 aura été plutôt violente avec l'année du Covid. La pandémie évidemment. 2021 aura été assez exceptionnel avec des performances historiques pour les indices boursiers. Et 2022 a de nouveau été tendu avec notamment la guerre en Ukraine, l'explosion de certains prix de matières premières, l'inflation. Qu'est-ce que cela a donné du côté des introductions en bourse ? Alors, effectivement, l'année 2022 a été extrêmement chahutée, très, très incertaine. Et un des premiers marqueurs de cette incertitude, ce sont les baisses des introductions en bourse, puisque les introductions en bourse en Europe ont baissé de 57%. Et si on retire la méga introduction de Porsche, qui était une introduction de plusieurs milliards d'euros, les introductions ont baissé de 70%. En revanche, du point de vue des capitalisations boursières, d'autres opérations sont faites, puisqu'il y a eu des besoins de recapitalisation d'entreprises, et ces recapitalisations sont élevées à 7 milliards d'euros. Et parmi celles-ci, par exemple, Air France KLM, qui a été recapitalisé, EDF ou Forestia. Donc on a une année vraiment très particulière sur les marchés financiers, dont un des éléments, bien sûr, est le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'inflation, l'abondance de liquidités sur les marchés, qui a conduit les banques centrales à prendre des décisions assez fortes. Alors précisément, les taux semblent aujourd'hui faire une grande différence. Effectivement. Alors, nous sommes sortis d'une période de, 20 ans de baisse des taux d'intérêt, hormis l'accident 2008-2010, pour avoir des taux sur le marché financier qui étaient assez souvent négatifs. Les États empruntaient à taux négatifs. Et du fait de l'inflation, du fait de l'abondance de liquidités qui était mise sur les marchés par les banques centrales, ces banques centrales, et au premier chef la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, ont arrêté leur politique on va dire non conventionnelle d'apport de liquidités pour resserrer la masse monétaire et monter les taux d'intérêt. Et donc on est passé, concernant la Banque centrale européenne, d'un taux de refinancement interbancaire de 0% à 2,5%, pour la Réserve fédérale de 0,25 à 4,25%. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est probablement pas terminé. L'objectif des banques centrales, par cette remontée de taux, étant de ralentir la croissance de l'économie, donc de peser moins sur l'inflation,
et de ce fait revenir à un niveau de stabilité des prix et donc globalement de ne pas avoir cet emballement inflationniste qui est très dangereux pour ensuite redémarrer la croissance de façon plus saine. Donc on est vraiment dans un schéma très restrictif au niveau bancaire qui est perceptible, y compris pour l'épargnant, puisque nous concernant en France, nous avons les livrets réglementés. Et le livret A, notamment, est passé de 0,5% en 2021 à 2% au deuxième semestre 2022. Et probablement en 2023, on peut penser qu'il passera à 3%. Ça ne serait pas improbable. Et du coup, chez nous en France, quid des taux, notamment des crédits? Alors assez logiquement, quand les taux de refinancement, les taux financiers montent, quand les taux de refinancement de la Banque centrale montent, les banques doivent aussi augmenter leurs taux. Répercuter. Et donc, si on prend l'exemple des crédits habitat, où on pouvait assez facilement avoir des taux de crédit habitat à 20 ans au niveau de 1% hors assurance. Aujourd'hui, on est plutôt sur le niveau de 2,5%. Et il est probable que cette hausse se poursuive du fait de la poursuite de la hausse des taux des banques centrales. Alors nous avons un élément malgré tout modérateur en France concernant ces taux d'intérêt. Bon, déjà 2,5, ce n'est pas très élevé pour les plus anciens d'entre nous. Nous avons connu des taux à 4, 10, 8, 6%, voilà. Et par ailleurs, en France, les emprunteurs, les consommateurs, les particuliers ont quand même un atout par rapport à beaucoup d'autres pays étrangers, c'est que les financements immobiliers notamment se font à taux fixe. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, ces financements sont à taux variable. Donc les particuliers prennent de plein fouet la hausse des taux d'intérêt des banques centrales, donc des banques commerciales. Donc il y a aussi en France cet élément stabilisateur que les clients empruntent à taux fixe, et c'est un point très positif pour hier, pour aujourd'hui et je pense pour demain. Côté action, comment se sont comportés les marchés l'an dernier, en 2022 ? Les marchés côté action, c'était un peu le yo-yo toute l'année. Dire que les tendances étaient très incertaines, puisque les fondamentaux économiques ne se sont dégradés vraiment qu'à la fin du premier semestre. Donc les marchés boursiers se sont plutôt pas mal comportés, hormis bien sûr l'effet déclenchement de la guerre en Ukraine durant le premier semestre. Et depuis ce premier semestre, nous avons des fourchettes de variation qui font qu'au global, même si les marchés ont été baissiers, la tendance n'est pas trop négative, puisque la plupart des marchés finissent autour de moins 10%, ce qui n'est pas dramatique. Mais en même temps, ils sont allés frôler des moins 15, moins 20, moins 25% pour certaines places financières. Donc on a eu vraiment un marché de montagne russe, et très difficile le fait pour les investisseurs et déroutant pour les épargnants. Bien sûr, bien sûr. Et chez nous, du coup, dans la zone euro ? La zone euro, c'est un peu la même chose. L'Eurostoxx 50 a baissé 12%. Du début de l'année à la fin de l'année, en ayant des plus bas durant cette année. Les marchés allemands, la même chose. Il n'y a que le marché britannique qui a mieux résisté, mais l'indice britannique, un des 100 plus grandes entreprises, est plus hétérogène et a connu à la fois des points positifs et des points négatifs. Ce qui est certain, c'est que le marché a été parfois pénalisé par certaines valeurs et puis tiré par d'autres valeurs, par d'autres types, d'autres secteurs. Du coup, des performances en retrait aussi du côté Asie. Oui, Asie, même chose. Les indices, le Nikkei fait moins 9%, l'indice chinois fait moins 20%, moins 21%. C'est les mêmes étiages. En Chine, un peu plus, parce que la Chine a quand même vécu sous les effets un peu moins de la crise énergétique, mais un peu plus des rebonds du Covid, qui se traduisaient jusqu'à présent dans un confinement strict. Donc forcément un arrêt de l'économie, ce qui a induit par ailleurs pour les pays qui étaient importateurs de produits chinois, entre guillemets, des tensions d'approvisionnement, donc des tensions sur les prix, donc un impact sur l'inflation qui est venu se superposer sur l'énergie. Et puis en même temps sur un schéma de tension globale qui était lié à la crise du Covid, puisque les systèmes d'approvisionnement n'avaient pas été totalement remis en route. Si on fait un petit bilan 2022 par secteur d'activité, du coup ? Alors assez logiquement, les grandes entreprises gagnantes au niveau des indices boursiers, ce sont celles qui sont autour de la santé et de l'énergie surtout, puisque on peut noter que Total a fait plus 33% en bourse. Et également les entreprises de haute technologie un peu tournées vers le militaire. Et par exemple, Thales a fait plus 57% de croissance. Les entreprises de santé aussi, bien évidemment, tous les laboratoires, l'industrie pharmaceutique, c'est aussi très bien comporté. Les tops et les flops des valeurs à la Bourse de Paris. Alors je le disais, Thales, 3, Thales, 57%, Total, 33%. Si on regarde plutôt les flops, des sociétés plutôt de services, on peut citer Téléperformance, Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes, un peu paradoxalement d'ailleurs,
qui ont souffert de cette année 2022 très particulière et très incertaine dans ses mouvements. Bon, et puis celle qu'on aime bien, même si on ne la comprend pas toujours, la finance alternative, les crypto-monnaies. Alors la finance alternative a aussi souffert. Alors elle a souffert à la fois de l'incertitude, de l'instabilité des marchés, même si parfois ça sert les crypto-monnaies, puisque ça peut apparaître comme des valeurs refuges. Mais elle a aussi souffert, on va dire, des errements d'un marché qui n'est pas régulé, et notamment de la faillite d'une des plateformes de courtage de crypto-monnaies, TFX, qui a laissé pas mal de clients, on va dire, sur le carreau. Et par exemple, le Bitcoin, comme les autres crypto-monnaies, a eu un plus haut, je crois, à 64 000 $ et traite aujourd'hui autour de 25 000 $. Ah, oui. Donc on a eu vraiment des chocs très importants. Donc année 2022, au-delà des sujets politiques, une année un peu oubliée côté bourse et taux, même si le début de 2023 n'est pas forcément plus lisible. Ouais. Une année yo-yo, j'ai bien compris. Yo-yo, voilà. Merci beaucoup, merci Alain pour ces éléments, pour cette analyse traditionnelle en début d'année. Autre tradition inconditionnelle de notre émission, Alpes Décideurs, vous le savez, vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert, à Alain. Écrivez-nous, alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, 2 questions rapides, 2 petites questions. D'abord, on veut savoir ce qu'est une licorne. Alors une licorne, c'est une start-up à la croissance ultra rapide, qui trouve rapidement son marché, donc qui génère du chiffre d'affaires, et dont la valorisation très rapidement atteint plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. Voilà. Ça, c'est une licorne. Donc il y a en France 25 licornes, et dans le monde, il y a un peu plus de 1000 licornes. Voilà. Donc des entreprises à croissance ultra rapide. 1 milliard de dollars ou d'euros de cotation, c'est quand même considérable. Et donc, qui forment un peu l'économie de demain. On peut citer comme licorne en France, par exemple, Doctolib ou Back Market, recyclage des appareils digitaux, pour pas ne citer de marque, d'occasion, vers une deuxième, voire une troisième vie. Voilà pour les licornes. Deuxième question d'internaute, une question de Mireille, qui est plutôt de saison. Elle veut savoir pourquoi on parle de trêve des confiseurs. C'est terminé maintenant. Oui, terminé, mais c'est assez intéressant parce qu'on imagine que, bien évidemment, il y a quelque chose autour, on va dire, des fêtes, de la pâtisserie, des bonbons, etc. Oui, mais en fait, la racine, enfin la source, vient des débats parlementaires à la fin du 19e siècle, où les débats étaient tellement houleux, voire parfois tellement violents entre les républicains, les royalistes, les bonapartistes, qu'ils avaient convenu d'arrêter les débats pendant la semaine Noël, jour de l'an, pour retrouver un petit peu de paix dans leur foyer auprès de leurs proches. Et donc, la presse s'en est emparée. Ils ont appelé cet arrêt parlementaire, mais plutôt houleux, qu'on ne connaît plus, même si parfois il y a des excès, trêve des confiseurs, voilà. Mais c'est aussi le moment où, bien sûr, les confiseurs travaillent beaucoup et nous fournissent en choses douces et aimables. Bon, la trêve des confiseurs qui est terminée maintenant, en tout cas. Merci Alain pour ces précisions et pour ce petit moment d'histoire. Merci. Si vous aussi voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Alain, encore une fois, merci infiniment. On se retrouve très vite pour un nouveau À très bientôt, oui. d'Alpes Décideurs avec de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes d'entreprises. En attendant, retrouvez-nous sur internet telegrenoble.net. À très vite. À bientôt. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Norizère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.